Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Édition. Et aujourd'hui, on va parler karaté avec Areski Uzrut. Et on est avec Areski. Bonjour Areski. Bonjour. Alors, on va parler un petit peu de karaté et en particulier d'un ouvrage monumental, le Karaté Nouvelle Approche, que tu as publié il y a déjà un peu plus d'un an chez Budo Édition. Ouais. Avant toute chose, la première question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle approche dans le karaté? Donc pour introduire le sujet, essayer de définir ce que c'est que l'approche traditionnelle et ce que c'est que la nouvelle approche que tu as voulu transmettre. Alors, approche traditionnelle, ça veut tout dire et rien dire à la fois. En fait, le karaté, comme toute discipline, à un moment donné, il y a des gens qui ont cherché à le transmettre, chacun avec sa méthodologie, sa façon de voir les choses. En fait, déjà, le karaté en soi, je pense toute discipline en soi, est un moyen de transmission. On cherche à transmettre de manière la plus efficace possible des connaissances de combat, si on reste sur l'aspect combat. Et ces connaissances-là, comment on les transmet, comment on les codifie. Et en fait, chaque méthode de combat n'est tout simplement qu'une méthode. On voit bien quand, par exemple, Funakoshi Koshi est arrivé à Tokyo, la capitale, il avait réfléchi à comment transmettre sa discipline. Et avant lui, ses professeurs eux-mêmes avaient modernisé d'une certaine manière le karaté pour correspondre plus au contexte social de l'époque et avaient aussi fait une forme de nomenclature des techniques, nomenclature des katas, mis un peu au goût du jour de ce qui pouvait être enseigné aussi. C'est-à-dire que dans une société qui devenait de plus en plus policée, on ne pouvait pas non plus enseigner des techniques trop barbare non plus. Donc le karaté s'orientait bien sûr plus vers un développement de la personne, bien sûr le côté santé, que juste l'aspect protection. Donc du coup, on peut pas dire, c'est comme si j'ai dit, il y a un couteau, maintenant pour te défendre, tu sautes sur la personne et tu lui donnes 10 coups de couteau, t'es sûr qu'elle est morte. C'est complètement stupide. Bon, des fois il faut caricaturer pour comprendre les choses. Non, maintenant on va dire, tu vois, c'est un couteau, il te sert à couper la viande quand on a besoin, tu fais attention, la lame elle est tranchante. Donc on va utiliser les couteaux à d'autres fins. Ça reste toujours un objet dangereux, mais on va l'utiliser autrement. On sait que c'est dangereux, mais on n'a plus besoin de faire ça. On a tous des couteaux dans nos cuisines. Personne pense à les utiliser pour se défendre. On les utilise simplement pour faire la cuisine. Ouais, et donc pour le karaté, tu trouves que c'est pareil, il y a une idée d'évolution des outils? Disons que le karaté, je dirais, la vision du karaté a été simplifiée et un peu transformée. Il y a l'influence notamment de l'enseignement du karaté pour tous et aussi dans les écoles d'Okinawa, où on n'a pas montré vraiment le sens des techniques parce que c'était pas vraiment l'objet. Et donc du coup, on a donné des noms qui définissaient un peu les techniques et puis le sens s'est un petit peu perdu, je pense. La façon dont les techniques ont été, je dirais, nommées. Ouais, elles ont été nommées. Ça part d'une certaine logique, mais on peut voir d'autres logiques. Mon idée, c'est ça, c'est qu'on peut voir d'autres logiques. C'est ça le renouveau de l'approche qu'on peut avoir au niveau du karaté. Et c'est pas parce que le maître Funakoshi, quel que soit le nom, tous les maîtres qui sont succédés ont eu une certaine façon de transmettre le karaté, qu'on n'a pas le droit d'avoir une vision différente et de se dire, mais est-ce que ce serait peut-être pas plus efficace d'enseigner comme ça, finalement, puisque je vois que telle technique ont des points communs dans leur façon dans leur trajectoire, par exemple. Pourquoi, plutôt que d'enseigner ces techniques séparément, pourquoi j'enseigne pas l'idée de la trajectoire globale et ensuite je focalise sur l'utilisation de ce mouvement-là en fonction des points de contact, par exemple. Un mouvement comme Geden Barai, le mouvement il peut se faire le poing fermé, il peut se faire la main ouverte, mais tout le bras il peut avoir un contact sur l'adversaire, que ce soit défensif ou offensif. Mais finalement, si on apprend à l'élève la globalité du mouvement, on crée chez lui en fait des connexions neuronales, des connexions qui permettent d'exécuter le mouvement. En fait, après, il suffit de donner un sens au mouvement, d'offrir à l'élève différentes approches ce même mouvement-là peut avoir plusieurs utilités en fonction de comment on est placé par rapport à l'adversaire, le point de contact qui va arriver, c'est-à-dire que ce mouvement global, Geden Barai, peut-être à un moment donné ça va être le coude qui va arriver, peut-être ça va être près du poignet, peut-être ça va être le tranchant de la main, ou si on saisit quelque chose dans la main, ça peut être, ça veut dire qu'on va peut-être saisir le col ou les cheveux de l'adversaire
et on va amener la main vers le bas pour le projeter. Donc déjà, à travers ce mouvement, en fait, j'en ai plusieurs. Pourquoi prendre plein de mouvements, dire voilà, là il y a telle technique, là il y a la technique numéro 1, la technique numéro 2, la numéro 3 et 4, etc. Et pourquoi ne pas tout globaliser en disant voilà, il y a un mouvement et à partir de ce mouvement, vous avez 10 possibilités minimum. Pour enseigner aux Donc c'est ça le fond en fait de la pensée qui est résumé mine de rien en 500 et quelques pages. Hein. Comme d'habitude, tu te limites pas tout à fait. Le livre fait à peu près 3 kilos. En fait, je parle des techniques, mais il n'y a pas que les techniques. Hein. Oui, évidemment. Alors, c'est ça le thème de fond en fait, c'est l'approche technique. Donc c'est un ouvrage technique hein, pour le grand public. Je vais montrer quelques extraits. Voilà. Donc c'est un ouvrage technique avec des techniques de karaté, mais avec une approche qui est un petit peu plus approfondie, avec justement cette réutilisation d'une même technique dans différents scénarios, qui permet avec une seule technique bien maîtrisée, d'avoir une efficacité qui est plus utile, plus adaptable en fait. C'est ça que tu voulais montrer avant tout? Oui, en fait, mon idée, ma logique, elle va sur l'utilisation du corps. Voilà, on a un mouvement, on utilise certaines parties du corps et ensuite, on voit un petit peu ce qu'on peut en faire en termes d'application. Donc, le livre, il se veut pédagogique pour qu'il puisse servir aussi bien à des débutants qu'à des personnes avancées. Et on en reparlera plus tard, mais il y a plusieurs niveaux de lecture. La ligne directrice, c'est toujours le sens. Le sens, pour moi, pour ce livre en tout cas, c'est l'application en combat. Alors, quand je parle de combat, je parle pas du combat de compétition, je parle du combat de self-défense, comment on utilise les techniques de self-défense. Et donc, ce que tu montres tout au long de l'ouvrage, pour résumer un petit peu pour les auditeurs, donc c'est effectivement des techniques, donc c'est classé par technique de bras, technique de jambes, etc. Donc voilà, je montre par exemple un chapitre sur les techniques de bras. Et donc, chacune de ces techniques est étudiée presque à fond, on pourrait dire, puisque tu pars par exemple du sabre de main et puis tu montres différentes situations pour s'entraîner, donc à la fois au dojo avec la découverte du shuto, etc. Puis ensuite, tu montres différentes utilisations de la technique dans différentes situations. Et donc là, on voit que la maîtrise d'une seule technique, ça permet, c'est ça le fond en fait, c'est l'adaptabilité, ça permet de s'adapter à différentes situations. Et il y a tout un tas d'idées pour pouvoir s'y entraîner. Alors, c'est carré, hein. C'est assez scientifique comme truc. C'est-à-dire il y a phase 1, phase 2, phase 3, situation 1, situation 2. C'est très structuré parce que je voulais que le livre ce soit aussi vraiment un outil pour les gens qui apprennent, mais aussi pour les enseignants. Et donc, effectivement, je veux sortir du paradigme attaque-défense. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de défense. En fait, toute technique peut être à la fois défensive ou offensive en fait. Et dans cette nouvelle approche, c'est aussi ça que je cherche à faire à passer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'enfermer ni dans le nom des techniques et ni dans le sens qui est un petit peu induit par ce nom des techniques. C'est-à-dire qu'une technique uke, uchi-uke, soto-uke, c'est la notion d'accueillir, c'est pas la notion de bloquer. Donc ça ne veut pas dire que c'est une défense. Ça peut être défensif, mais c'est souvent plutôt offensif. D'ailleurs, shuto-uke, tu fais shuto-uke, je suppose que si tu le mets dans la gorge de ton adversaire, ça ne fera pas que du bien. C'est des techniques qui peuvent être réemployées. C'est beaucoup plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'un même mouvement contient souvent, ce genre de mouvement contient souvent à la fois une partie défensive et une partie offensive. C'est-à-dire que dans le même mouvement, on se défend et on riposte. Mais même une technique de base, comme un coup de poing, le coup de poing direct, Chokutsuki, ça peut être bien sûr un coup de poing, c'est ce qui est le plus évident quand on l'apprend, mais ça peut être aussi une défense, ça peut être une projection, ça peut être une luxation. Il y a plusieurs niveaux de lecture et je pense qu'il n'y a pas besoin d'attendre d'être 6e ou 7e dan pour faire ces approches, ces niveaux de lecture. Alors, on retrouve un peu ce dont on avait parlé dans une vidéo précédente à propos de mon karaté personnalisé. On en avait parlé un petit peu du fait qu'il faut déjà commencer à s'ouvrir un peu l'esprit avant d'arriver au 6e ou 7e dan, où parfois c'est un peu tard quand on est ancré dans le système. Et donc, commencer déjà à voir de nouvelles choses, de nouvelles façons de s'entraîner, de s'exercer aux techniques. Et donc, tu t'en parlais déjà dans mon karaté personnalisé, qui était un petit peu différent, qui était plutôt justement qui tournait, on en avait parlé en vidéo autour du concept de Shu-Ha-Ri, c'est-à-dire de s'émanciper progressivement de la forme. Et là, dans Karaté Nouvelle Approche, on retrouve un petit peu aussi ce concept de Shu-Ha-Ri, mais appliqué à la technique en elle-même, à l'essence même de la technique. Une personne qui débute l'apprentissage du karaté, avec l'approche que je propose, avant même de connaître des katas, il va travailler déjà sur ce qu'on appelle
l'analyse des katas ou la compréhension des katas, ce qu'on appelle les bunkai. C'est-à-dire que quand il va apprendre les premiers mouvements, il va prendre déjà différents sens du mouvement. Il ne va pas être enfermé, on va dire, bah voilà, ça c'est un coup de poing, c'est pour frapper comme ça, et c'est fini. Ah, c'est fini. Alors donc toute ma vie, je vais faire du karaté de ceinture jaune. C'est pas fini, il y a plein de choses. Donc on ouvre l'esprit des gens à d'autres façons de voir les choses. Et donc du coup, quand les personnes commencent à apprendre les katas, bah en fait, il n'y a même pas besoin de leur apprendre à faire des bunkai. Ils savent déjà faire, puisqu'ils ont déjà fait différentes applications sur les... Donc en fait, ce que tu proposes, c'est de transformer le bunkai en une application du Kihon. C'est-à-dire, normalement, le bunkai, les gens de nos jours, ils l'étudient que pour passer les grades, il faut être honnête. Ils l'étudient très peu. C'est vrai, c'est vrai. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et donc, du coup, ce serait de renverser la balance, c'est-à-dire, au lieu que le bunkai, ce soit la fin du parcours, de faire que ce soit plutôt le début même. C'est-à-dire, on a une situation, et donc on a un mouvement, et on voit que ce mouvement peut répondre à cette situation, à telle autre, qu'on peut l'utiliser de telle et telle manière. Et donc, il réfléchit déjà sur les bunkai au moment d'apprendre les Kihon, si je comprends bien. C'est le sens qui justifie le mouvement. Et donc, on préfère partir du sens, effectivement. C'est-à-dire, c'est une luxation, on fait comme si. Et ensuite, on voit comment le mouvement il est codifié. Et finalement, très rapidement, les élèves comprennent que voilà, il y a un mouvement de base, c'est un outil. Et cet outil-là, il a plusieurs utilisations, mais il faut quand même qu'on apprenne la codification, ne serait-ce que pour mémoriser par le corps une certaine dynamique de mouvement, connecter les muscles, connecter le système nerveux à la pratique. Mais il y a une référence. La référence, c'est tel mouvement, le Ganenbarai par exemple. Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit un petit peu tout au long de l'ouvrage, parce que quand tu traites de certaines techniques, alors je montre quelques exemples à la caméra. Voilà, donc en fait, le bouquin est assez structuré, comme tu l'as dit, même très structuré, c'est assez carré. Et donc, ce que tu fais, c'est que quand tu montres les différentes situations avec les différentes phases d'utilisation des mouvements, on voit qu'en fait, les mouvements, c'est pas si on reprend la métaphore des outils, c'est pas un mouvement égale un outil. Chaque mouvement est une sorte de couteau suisse, en fait, qui peut faire plusieurs choses. C'est ça. Chaque mouvement est un couteau suisse, c'est ça. Et bien sûr, c'est pas exhaustif. Ce que je présente dans le livre, ce sont des portes d'entrée. Après, bien sûr, chaque enseignant avec son expérience, ou même chaque pratiquant, il n'y a pas besoin d'être enseignant, avec son expérience, peut bien sûr décliner les choses à volonté. Mais effectivement, je me suis efforcé pour chaque mouvement de faire l'approche de la gestuelle. Cette gestuelle dans cette gestuelle, il y a plusieurs outils en fonction de la partie qui est utilisée dans la partie du corps qui est utilisée. Donc ces outils, qu'on peut appeler des techniques, elles peuvent se décliner sur une défense, sur une attaque, sur une luxation, sur différents types d'applications. Ok, alors pour revenir sur le bouquin en lui-même, parce que mine de rien, tu as fait un peu plus de 500 pages, donc je ne sais pas si les gens se rendent compte à la caméra, mais c'est assez volumineux. Alors c'est bien parce que du coup, tu as pu traiter un petit peu de tous les aspects. Donc tu commences par expliquer les généralités, une introduction avec la terminologie, le cadre technique, la progression, donc avec le système de ceinture, tout ce qu'on connaît. Ensuite, tu pars sur les appuis. Donc, c'est quand même, on l'oublie trop souvent, mais les fondamentaux, c'est justement les fondations, c'est-à-dire les appuis. Oui, si on n'a pas d'appui en karaté, on fait rien du tout, quoi. Mais il n'y a pas qu'en karaté, hein. Tu enlèves les roues de ta voiture, t'es embêté. Hein. Oui, exactement. C'est exactement la même chose, effectivement. Donc les appuis avec les positions, les connexions et enracinements. Donc après, avec les déplacements, les pivots, les esquives, etc. Donc tu vas assez loin dans les appuis. Puis on a une grande partie sur les techniques de bras, donc avec tout ce qui est chuteau, sabre de main, tranchant interne, tranchant externe, face interne du bras, etc. Une partie sur les techniques de jambes, donc avec même chose, les techniques appliquées dans différentes situations. Puis les assauts, alors là où tu donnes pas mal d'idées assez pédagogiques sur les assauts, très bonnes idées pour une approche ludique par exemple, avec des jeux de lutte, des choses qui font... Vraiment des jeux qui permettent de progresser. Et puis après, tu as une partie 6 avec les protocoles. Alors là, quand je dis que c'est carré, là, ça peut pas être plus carré. Tu as fait une partie avec les protocoles où tu expliques en fait le protocole de réalisation des exercices, pourquoi on fait ce protocole et qu'est-ce que ça apporte de... Alors, tu peux expliquer pourquoi ça t'a tenu à cœur de faire cette partie-là? Alors, j'ai voulu faire, comme j'ai dit au début, plusieurs niveaux de lecture pour ce livre. Pour aider les gens qui débutent, ils n'ont pas besoin de s'occuper des protocoles, ils lisent le début du livre. Mais en tant que pédagogue, on a besoin de pouvoir faire... il faut, en pédagogie,
pour que les gens assimilent quelque chose, il faut aller du plus simple vers le plus compliqué. Donc, les protocoles, c'est ça en fait. Je fais évoluer le travail des techniques du plus simple vers le plus compliqué. Du statique vers mobile, la mobilité. Les protocoles, en fonction du type de technique, le même protocole peut s'appliquer. J'ai énoncé 13 protocoles, finalement, qui peuvent être appliqués pratiquement pour toutes les situations. Voilà, il y a un protocole un petit peu pour toutes les techniques, toutes les situations, mais plutôt que de décrire pour chaque technique une progression, je fais référence à un protocole et je renvoie le lecteur à ce protocole-là. Et ça sera très utile pour les gens qui veulent progresser pour eux-mêmes en disant voilà, je vais d'abord maîtriser cette première étape de l'exercice. Une fois que j'ai maîtrisé cette étape-là, je vais passer à la deuxième étape, à la troisième étape. Et pour les enseignants, c'est super important parce que ça leur permet de construire des cours. J'ai déjà des retours de gens qui m'ont dit c'est super, moi je prépare les diplômes d'enseignants, je vais mettre beaucoup de ce livre-là. Ou des enseignants qui construisent leurs cours grâce à ces protocoles-là. Ouais, d'ailleurs, alors on en parle, mais il faut expliquer aux gens en quoi ça consiste, parce qu'en fait, quand on apprend une technique, nous, on est déjà dans le milieu, quoi. Donc, on se rend plus compte comment c'est pour un débutant parfois, mais un débutant, quand il apprend une technique, il faut qu'il apprenne tout, c'est-à-dire la bonne position de départ, la façon de placer le poids sur les appuis, la façon d'envoyer la technique, la façon de revenir en garde, la façon dont la technique doit toucher, c'est-à-dire est-ce qu'elle perfore, est-ce qu'elle touche juste et qu'elle repart, etc. Donc il y a tout un tas de choses. Et donc ça, si on fait tout d'un coup en le mettant en situation de combat et en disant fais la technique, il va faire tout mais à peu près, quoi. Donc le fait de faire bien étape par étape, ça permet au pratiquant qui apprend la technique de maîtriser chacune des étapes avant de passer à la suivante. Donc là, je prends l'exemple du protocole 2 pour expliquer un petit peu aux gens qui regardent la vidéo. Donc c'est un protocole pour exécuter une technique. Donc la première étape, c'est le receveur est fixe. C'est-à-dire on est statique, on exécute la technique, le receveur est fixe. Au début, on fait doucement. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'augmenter la vitesse, donc toujours en étant fixe. Ensuite, le receveur se déplace en ligne droite. Donc là, on a une cible movible, mais movible en continu, on va dire. En continu et dans une certaine direction. Donc ça nous apprend à anticiper, quand on sait que l'adversaire se déplace sur une direction, à anticiper là où il va arriver et placer la technique dans le bon timing pour le cueillir, entre guillemets, là où il va arriver. Donc on a déjà le receveur est fixe, augmenter la vitesse, le receveur se déplace en ligne droite. Ensuite, le receveur se déplace en cercle. Alors là, déjà, c'est beaucoup plus compliqué pour quelqu'un qui apprend même un Tsuki basique. Un débutant, je sais que pour lui, ça va être compliqué d'anticiper quand il se déplace en cercle, à quel endroit exactement je dois commencer à initier l'action. Ensuite, le receveur tourne sur lui-même. Donc là, c'est des déplacements en quart de cercle d'une certaine façon. C'est ça. Ensuite, il se déplace dans tous les sens. Donc là, on augmente encore la difficulté puisqu'il faut essayer d'anticiper là où il va arriver pour placer la technique. Ensuite, là, c'est le gars qui fait l'action. Donc c'est plutôt Tori qui va lui aussi se déplacer vers le partenaire. Ensuite, le partenaire marche vers celui qui exécute la technique. Donc là, il faut anticiper le moment auquel il est à la bonne distance. Et donc, c'est un peu ce dont parlait Kenji Tokitsu, c'est la relation de Hiyoshi et de Mahai, tu sais. Ça. Donc, le moment où la distance et le timing se joignent, et c'est exactement ce moment-là dans lequel il faut envoyer la technique. Donc, on arrive… On ajoute une dimension de liberté de déplacement. Donc, ensuite, les deux partenaires marchent l'un vers l'autre. Donc là, il y a deux mouvements qu'il faut prendre en compte. Ensuite, en position de combat, les deux partenaires avancent l'un vers l'autre. Ensuite, exécuter la technique au mouvement. Et ensuite, pour toutes les techniques de bras, reprendre l'exercice avec la forme Gyaku. Donc là, c'est vraiment en fait le protocole de base, si on veut, pour apprendre un mouvement, en particulier pour les techniques d'attaque et de défense, mais ça peut s'appliquer à tout un tas de choses en fait. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire tout ça dans un cours. Oui, alors oui, j'ai pas précisé, mais ça me semble évident. Le cours va durer 3 heures. C'est une progression. Déjà, en fonction de son niveau de pratique, on peut commencer cette progression-là au milieu du protocole, par exemple. Et c'est une progression qui peut se faire, je sais pas, on va dire par exemple sur plusieurs années, de la ceinture blanche jusqu'à la ceinture noire. Quand on a un cadre de progression dans la tête, que ce soit pour une technique ou pour l'ensemble des techniques, ça permet aussi d'individualiser dans un cours. Parce que dans un cours, le problème, c'est en tant que professeur, c'est qu'on va voir des débutants, on va voir des gens qui ont 1 an de pratique, on peut avoir aussi des gens qui ont 10 ans de pratique. Donc, avec le même exercice, avec l'étude de la même technique, on peut dire aux pratiquants, voilà, toi tu fais la phase 1 du protocole, on ne le dit pas comme ça, mais on dit toi tu fais ça, et puis les gens qui sont peut-être 4e dan, on va dire, vous maintenant, vous pouvez passer tout de suite à l'étape suivante, vous allez un peu plus vite, vous vous déplacez plus librement. Ce qui fait finalement, on peut avoir 20 élèves,
dans un cours et leur demander à chacun par groupe de niveau, un petit peu, donc sous forme d'atelier, les guider vers un travail qui est plus adapté à leur niveau. Et après, quand les gens connaissent la méthodologie, après c'est encore plus facile de les faire travailler. Alors ce qui est bien, moi je trouve dans ce genre de choses, c'est que ça met en relation aussi les différents niveaux de travail. Alors t'en as dit un mot à un moment, mais tu as dit un tel arrive à tel endroit du protocole, par exemple il est ceinture noire, il a déjà un peu les bases, il peut commencer à la phase 4 ou la phase 5, etc. Moi j'aurais même tendance à dire il peut commencer à la phase 1 avec le débutant. Oui, bien sûr, parce que de toute façon il faut toujours recommencer, et puis c'est une phase d'échauffement aussi. Quand on connaît, hop, on se réapproprie nos outils, on se rassure aussi psychologiquement, voilà, on est toujours capable de le faire, mais on peut passer un peu plus vite sur les phases. Avant les protocoles, ce que je propose, c'est toujours s'approprier l'outil. C'est-à-dire, par exemple, je vais travailler le tranchant de la main, mais avant d'étudier une technique, quelle qu'elle soit, je vais tester le tranchant de la main dans différentes directions. Je vais découvrir moi-même comment je peux placer mon corps, comment je peux faire un mouvement pour atteindre une cible. Et ensuite, seulement, une fois qu'on a fait cette phase de découverte, où les gens se sont un petit peu appropriés leur corps, en disant, tiens, ben voilà, pour toucher à tel endroit, je peux aller du bas vers le haut, je peux mettre ma main comme ça, ah ben non, là ça tord trop, mon corps est trop en tension, j'ai plus de liberté de mouvement, et les gens en fait découvrent déjà les trajectoires. Et ensuite l'enseignant, il va parmi toutes ces trajectoires, il va en choisir une, il va dire là aujourd'hui on va travailler plutôt cette trajectoire-là, mais l'élève, il sait qu'avec son bras, il peut faire d'autres mouvements, il n'est pas limité juste à un mouvement. Donc c'est-à-dire que même s'il ne maîtrise pas toutes les trajectoires, il sait qu'aujourd'hui, ou dans son niveau de progression par rapport au grade qu'il a, par rapport à ce qu'on va demander de lui à un passage de grade par exemple, il faut qu'il maîtrise plutôt ça. Et surtout, c'est un peu ce que tu mets en place, j'ai l'impression que c'est un peu la pédagogie inversée, c'est-à-dire que l'élève doit découvrir par lui-même au début le but, c'est-à-dire non pas la technique qu'il doit utiliser dans telle ou telle situation, mais comment il doit se placer pour utiliser la technique. Ça, il doit le trouver par lui-même. Et c'est beaucoup mieux quand on le trouve par soi-même, je trouve, que si c'est le prof qui explique. Parce que quand un prof dit à un élève, voilà, tu dois te placer comme ci, comme ça et faire comme ci, comme ça, l'élève, il a pas de temps de réflexion propre, en fait. Il trouve pas par lui-même les choses. Alors que quand il découvre par lui-même dans quelle façon ça marche, quelle façon ça marche moins, comment il est plus à l'aise, moins à l'aise, à partir de ce moment-là, il se dit « Ok, je sais maintenant dans quel angle je peux attaquer, dans quelle position je peux défendre, etc. Maintenant, comment je m'y entraîne ?» Alors, et après, là, il y a le protocole, d'abord sur place, ensuite en déplacement et petit à petit, etc. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une bonne façon de faire. Oui, mais surtout, c'est quand on fait comme ça, on s'entraîne déjà au combat. Parce que le combat, c'est quoi? C'est de l'adaptation. Et le combat, jamais on arrive à placer une technique telle qu'on l'a apprise. Il y a toujours un petit peu d'adaptation, parce que la distance change tout le temps, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc, et si on est face à un adversaire, en plus, qui nous donne du fil à retordre, si on n'a pas de capacité d'adaptation, on ne va pas trouver comment faire. Il faudra peut-être inventer une technique par rapport à une situation précise. Mais si on a toujours été entraîné à s'adapter, en combat, on aura peut-être plus de chances à trouver la solution qui nous permet de prendre le dessus pour se défendre, quoi. Donc c'est dès le départ, en fait, dans cette pédagogie, pour moi, c'est dès le départ, rendre l'élève, la personne acteur de sa progression, et tout de suite déjà développer les capacités fondamentales du combat. Ouais, c'est une vision que je partage tout à fait, parce que c'est vrai qu'on a trop souvent, moi je le vois un peu dans les dojos, je fais le tour des dojos assez régulièrement, on a très souvent des élèves qui sont complètement passifs pendant le cours. C'est-à-dire ils suivent les instructions, ils n'ont aucun temps de réflexion pour eux-mêmes essayer de trouver des choses ou pour s'adapter. Et donc, ça peut être bien pour des débutants quand c'est très structuré, très carré. Voilà, on leur dit ceinture blanche, tu dois apprendre ça, ceinture jaune, tu dois apprendre ça, etc. Ça peut être pas mal, mais c'est vrai que ça enlève cette capacité d'adaptation dont il faut prendre l'habitude en fait. Et c'est dans cette approche-là, c'est faire confiance à l'intelligence des gens. Les gens, ils arrivent au dojo, ils sont pas... C'est pas des idiots, c'est pas des retardés mentaux. Ils ont un vécu, ils ont une intelligence, ils ont une expérience. Des fois, certains, ils sont aussi même experts dans une autre discipline sportive. Il faut faire appel
au ressort de chacun. Et c'est à la fois faire confiance à l'intelligence des gens, c'est à la fois leur laisser de l'autonomie, parce que le problème des arts martiaux, souvent, hélas, c'est qu'on a tendance un petit peu à enfermer les gens plutôt qu'à les libérer. Tu tournes toujours autour du Fuhari quand même, hein, il faut être honnête. C'est-à-dire que c'est un aspect qui te tient à cœur et on comprend pourquoi. Parce que le karaté, il a très souvent, ou trop longtemps, été encadré dans un carcan dont les gens ne pouvaient plus sortir. Donc il fallait trouver une bouffée d'oxygène, se libérer de ça. Et donc dans ce livre, donc, je rappelle, c'est le karaté, nouvelle approche qui est disponible chez Budo Édition. Donc tu donnes ces protocoles, ces éléments de travail qui permettent de s'émanciper progressivement de ce carcan dans lequel le karaté a été placé. Alors tu donnes aussi des annexes en fin d'ouvrage, dont une qui m'a particulièrement intéressé, puisqu'on aime bien l'histoire. Donc il y a une annexe historique qui est pas mal faite, qui est assez bien résumée sur Okinawa, l'origine du karaté, donc comment ça s'est développé avant d'arriver au Japon, etc. Et puis, il y a une deuxième annexe sur les différents styles de karaté, où là, tu détailles donc ce que c'est que le Goju-ryu, l'Ishin-ryu, Kyokushin, Shito-ryu, Shotokan, etc. Donc ça, c'est pas mal parce que ça permet aussi de montrer aux pratiquants qu'il n'y a pas que le style dans lequel il est, et qu'il existe tout un tas d'écoles qui ont leurs spécificités techniques, philosophiques, leur approche différente du karaté. Donc ça, c'est vraiment bien fait. Je trouve que c'est un élément qui manque souvent dans les bouquins de karaté, parce que les bouquins sont très souvent liés à des styles. Et donc, on a du mal, là encore, à en sortir un peu. C'est aussi l'intérêt du livre, c'est-à-dire, en fait, l'approche, elle est adaptable à tous les styles. C'est pas une question de style. Ouais. Après, bien sûr, chacun travaille les techniques en fonction de son école, de son style, mais il ne faut pas se cloisonner par rapport au style. Ouais, tout à fait. Et puis surtout, les techniques que tu montres, bon, évidemment, se rapprochent un peu plus niveau distance du Shotokan, mais il suffit de raccourcir un peu et on trouve tout de suite des techniques du Goju-ryu ou de l'Uechi-ryu. Et une annexe très intéressante sur la planification de l'entraînement. Donc là encore, on voit que c'est carré, c'est-à-dire que la personne qui s'entraîne sérieusement, elle va avoir une certaine planification de son entraînement, de son programme. Et donc à long terme, ça a des effets qui sont très bénéfiques. Au début, je l'ai mis pour les gens qui veulent enseigner, mais je me suis dit, même quelqu'un qui n'enseigne pas, une personne qui apprend, peut-être que elle s'interroge sur la façon dont son propre professeur organise sa progression. Et ensuite, aussi, chaque personne peut s'approprier la méthodologie de l'enseignant pour progresser lui-même dans un domaine. C'est toujours l'idée de rendre les gens acteurs de leur formation, de leur apprentissage, et les rendre autonomes, quoi. Je pense que c'est vraiment un livre qui, comme son nom l'indique, donne une nouvelle approche pour s'exercer. Alors, c'est des exercices qui sont, comme on l'a dit, qui réunissent à la fois le travail en fait de Kihon et de Bunkai, puisque c'est le fondement de l'exercice, c'est de s'adapter à la situation, de trouver des moyens d'exécuter les techniques de la meilleure manière possible dans les différentes situations. Et puis les protocoles sont là pour créer une idée de progression et qui donc permettent d'apprendre petit à petit, étape par étape, allant du plus facile au plus difficile, toutes les techniques du karaté moderne. Donc c'est vraiment, bon, comme je l'ai montré déjà, c'est un bouquin qui est assez épais, qui est bien réussi, qui est bien illustré. Les photos sont vraiment très bien. Donc c'est des photos de grande qualité où on voit bien les mouvements qui sont décrits et puis les explications sont très claires. C'est vraiment un des bouquins qui fait partie, je pense, de cette nouvelle phase du karaté du 21e siècle, c'est-à-dire d'apprendre mieux le karaté, de plus apprendre comme on l'apprenait en 1940 ou 1950. Maintenant, il faut dépasser ça. Il faut montrer qu'on a progressé par rapport aux méthodes d'enseignement passées. Et donc, tout en s'appuyant sur ce qui a été fait par les anciens, on peut progresser et proposer une méthode tout à fait nouvelle et pertinente. Oui, c'est un bouquin que vraiment je conseille. J'espère que les gens l'achèteront. Bon, comme d'habitude, vous avez tous les liens dans la barre de description. Je vais te laisser le mot de la fin. Areski, est-ce que tu voudrais dire un mot pour conclure? Oui, l'approche de l'apprentissage est nouvelle pour beaucoup. Bon, je ne suis pas le seul à faire comme ça. Mais en fait, le contenu technique, il ne change pas en fait. Les techniques de jambes, les techniques, elles restent toujours les mêmes techniques. C'est simplement l'éclairage qu'on donne sur ces techniques qui change. Mais voilà, ça dénature pas la qualité technique. Au contraire, ça ne peut que l'améliorer. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est toujours un plaisir de faire ce genre d'interview et de partager mon approche et ma vision de la pédagogie. Merci encore et à bientôt, j'espère. Merci d'avoir été avec nous et je vous dis à la prochaine sur la chaîne de Budo Édition. Salut!